Chers internautes, chers téléspectateurs, chers lecteurs, bonjour et bienvenue. Je suis très ravi de vous présenter cette première émission, la lecture politique, une émission que nous recevons un acteur politique justement pour analyser tout ce qui est la vie politique dans le pays, remonter la tautologie, tout ce qui touche à la sensibilité de la population congolaise. Vous avez entendu parler que M23 est soutenu par l'armée rwandaise pour finalement tuer la population congolaise. Aujourd'hui, on n'en sait plus le nombre. En tout cas, nous allons essayer un peu de voir avec notre invité. Nous parlerons également de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, nous avons tous assisté à cette brouille entre les présidents des deux chambres de l'Assemblée nationale, Christophe Mbuso et puis Modeste Batou-Kwebo. Qu'en est-il exactement de la nomination des juges à la Cour constitutionnelle? Nous allons voir. Et nous allons aussi parler de la position d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'Ensemble pour la République reste toujours à l'union sacrée de la nation ou fait le jeu d'hypocrisie? Notre invité nous le dira. Et puis, on va parler de la CENI, voir la cartographie pour les élections à venir, où nous en sommes. Et enfin, nous parlerons des ports illégaux à travers la République. Il y a beaucoup de bruit dans ces domaines-là. Tous ces sujets, nous les discutons avec notre expert en politique, M. Pascal. Bonjour. Bonjour Pierre. Alors, aujourd'hui, c'est clair, le M23 soutenu par le Rwanda pour tuer la population congolaise. À première vue, quelle est votre lecture? Non, ça ne peut pas surprendre un Congolais averti comme nous autres. Parce que vous savez que le Rwanda est entré en République démocratique du Congo avec l'AFDEL à la tête Désiré Kabila. Et tous nous avions déploré à son temps. Heureusement que vers la fin, il s'est ressaisi. Il avait demandé aux Rwandais de quitter le pays. À l'occasion, il a eu à nommer des Rwandais à la tête de notre armée, jusqu'à être nommé comme chef d'état-major. Et quand le Rwanda est rentré, n'étant pas très content, il a été obligé de créer une autre structure militaire qui va se nommer RCD. Dans RCD, nous aurons CNDP. De CNDP, nous aurons la première apparition M23. Aujourd'hui, c'est la deuxième apparition M23. Donc, c'est le cycle normal. Mais sinon, je peux m'être tenté. Sur le volet politique, on peut aussi voir le PPRD parce que la conséquence est logique. Mais comme tout Congolais, on ne peut que déplorer. Comme tout Congolais, on ne peut que dire, nous devons cette fois-ci nous déterminer plus que jamais pour que plus jamais le Rwanda marche sur la République démocratique du Congo. La question fondamentale que nous devons nous poser aujourd'hui, lorsqu'on prend le prétexte M23, quelle est la revendication principale aujourd'hui du M23? Tout à fait, justement. Venir jusqu'à Kinshasa prendre le pouvoir, occuper une partie de la République démocratique du Congo et y rester comme ça. Mais s'ils sont effectivement congolais, parce que lorsqu'on parle du mouvement rebelle, ça veut dire qu'on sous-attend, c'est les Congolais, les fils du pays, qui sont contre le pouvoir. S'ils sont fils du pays, mais se battre pour quel objectif? Occuper la partie du pays, pourtant c'est leur pays. C'est une contradiction. Donc, visiblement, c'est le Rwanda. À l'époque, la revendication du M23 était fondamentalement, je ne vais pas dire principalement, de réclamer le retour de réfugiés surnommés Banyamulenge pour qu'ils reviennent en République démocratique du Congo, dans leur terre, entre guillemets. Parce que, prétextant que le pouvoir d'alors ne voulait pas les retours. Mais aujourd'hui, le problème, c'est à quel niveau? On a signé la déclaration de Nairobi. Là-dedans, il y a eu des obligations pour les différentes parties. Il y a la République démocratique du Congo comme partie au conflit. Il y a les Nations Unies comme partie au conflit. Il y a les pays voisins comme partie au conflit. Parmi les obligations, on a demandé aux pays voisins de ne jamais appuyer le mouvement rebelle. Dans le cas d'espèce ici, le M23. Mais lorsque nous voyons avec des preuves palpables, le M23 être appuyé par le Rwanda, donc le Rwanda est en violation maintenant de la déclaration de Nairobi. Voilà pourquoi la diplomatie congolaise devrait être actionnée davantage pour faire comprendre à la face du monde que le Rwanda est responsable. Mais le Rwanda a trouvé déjà un discours depuis toujours de victimisation. Ce n'est pas nous... on est parti de génocide entre là-bas Hutu et les Tutsis. Les Tutsis ont commencé à faire voir au monde comme si, parce qu'ils sont minoritaires, souvent ils sont marchés par les Hutus pour qu'ils soient protégés.
il ne se limite pas là, il déporte ces conflits jusque chez nous, et là, il continue à faire voir au monde comme si c'est nous qui sommes mauvais, et ce sont eux qui sont bons. Et depuis tout ce temps, le Rwanda s'est caché, et avec ses discours au niveau international, faisait comprendre à l'international comme s'il n'était pour rien. Donc c'est un problème congolais-congolo, ou congolo-congolais, mais finalement on se rend compte que c'est le Rwanda qui appuie le M23. Vous allez vous rendre compte que Joseph Kabila à un certain moment avait signé même la loi sur l'amnistie, demandant à certains membres du M23 de rentrer. Il y a un groupe qui est en Ouganda, il y a un autre qui est au Rwanda. Le petit nombre qui est resté, posez-vous la question, est-ce que ce nombre peut vraiment faire la rébellion? Je ne pense pas du tout. Mais nous devons reconnaître en même temps certaines évidences. Certains généraux chez nous ici, à l'époque, recrutaient pour le M23. Et là, c'était quand Joseph Kabila était encore au pouvoir. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la lecture de Félix Tshisekedi, je ne pense pas que des actes comme ça peuvent encore passer. Donc les problèmes remontent depuis longtemps. Mais c'est depuis très longtemps. Il y a des généraux qui ont été dénoncés par les rapports des Nations Unies, où on démontrait qu'ils sont complices à ce plan rwandais. Et ils étaient avec nous, ils nous trahissaient, chaque plan était dévoilé. Et le Rwanda nous comprenait. Que ce soit dans les services de sécurité, que ce soit dans la police, que ce soit dans l'armée, le Rwanda nous avait infiltrés. Il a envoyé ces gens. Certains ont été des généraux. Mais alors, ceux-là donnaient des informations à temps réel au Rwanda. Et c'est comme ça que vous voyez depuis tout ce temps pour Kagame était très sûr de lui. Mais juste aujourd'hui, je ne pense pas. Parce qu'à l'époque, lorsqu'un général essaie d'avancer pour les traquer, on les rappelait en urgence. Ils revenaient à Kinshasa et souvent être bloqués. Et pendant ce temps, l'ennemi avançait. Pendant ce temps, on confisquait les armes. Et les armes qu'on confisquait, c'était encore pour combattre les Congolais, tuer les Congolais. Ça, c'est connu. Mais à ce jour, quand je regarde la mobilisation de la population, la détermination de la population, qui est avertie aujourd'hui, qui comprend que les trahisons ne sont plus nombreuses, et fait foi, n'est-ce pas, à ces dirigeants, ici je vois le chef de l'État, pour qu'ensemble, on conjugue un effort pour cette fois-ci défier définitivement le Rwanda. Alors, M. Pascal, la population veut comprendre, on a vu à l'époque avec James Kabarebe, depuis Laurent Kabila, etc. Ça veut dire, vous l'avez dit, les Rwandais nous ont infiltrés jusqu'au haut niveau. Alors, est-ce que vous essayez un peu de comprendre cet acharnement contre le président Tshisekedi? C'est comme s'il serait faible avec l'armée qu'on n'arrive pas à mettre hors d'état de nuire le Rwanda, notamment décrié par les proches du PPRD, de la famille politique. Non, le PPRD ne pouvait même pas parler. Quand je vous ai expliqué la chronologie, vous aviez compris que quelque part le PPRD est sorti, n'est-ce pas, de ses entrailles. Le PPRD, c'est la conséquence de la FUDEL. La FUDEL va mettre au monde, sur le volet militaire, le RCD, le CNDP et le 23. Sur le volet politique, c'est le PPRD. Le PPRD, ceux du PPRD ne peuvent pas ouvrir la bouche aujourd'hui. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, ils sont les responsables. Les généraux dont on fait allusion ici, ils ont été, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Tshisekedi n'a nommé aucun général comme tel. Il n'a pas nommé des généraux. Il a trouvé les mêmes généraux qu'ils ont trouvés qui travaillent avec eux. Ceux qui trahissaient, je le dis bien, je souligne, aujourd'hui avec nos militaires sur terrain, lorsqu'ils constatent que c'est Pierre qui est général, qui conduit les opérations, il est suspecté, il nous trahit, et on l'accuse, on donne de l'information, et il est inquiété. Chose qui ne se faisait pas hier, au jour d'aujourd'hui, que ceux-là ferment la bouche. J'ai suivi même un communicateur, je ne sais pas si c'est un communicateur de Katumbi et ainsi de suite. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas dire en public. Dire ici que les 2 militaires qu'on a arrêtés, loin de prouver qu'ils sont rwandais. Ça, c'est un Congolais qui prend cette position. C'est un Congolais qui prend une telle position. Et pourtant, la preuve tangible était là. La tenue était la tenue militaire rwandaise. Les cartes étaient là, démontraient qu'ils sont rwandais. La physionomie, la constitution physique, les Rwandais, les affirmations personnelles, ils ont affirmé qu'ils sont rwandais. Et vous sortez de l'ex nihilo, de nulle part comme ça, et puis vous faites des affirmations, parce que simplement, vous ne voulez pas Tshisekedi. En d'autres termes, on les accuserait d'être complices avec le Rwanda. Parce que simplement, vous ne voulez pas Tshisekedi. Une question qui nous mettrait tous d'accord, et vous acharnez contre, comme si les FARDC ne sont pas en mesure d'arrêter les Rwandais. Et je vais vous dire une chose. Peut-être les gens se font beaucoup d'idées.
Le temps des trahisons, comme je le dis, je crois que ça va prendre fin bientôt. On est parvenu à nous inculquer dans le mental, comme quoi le Rwanda a une force militaire qui peut s'imposer au niveau de l'Afrique centrale, qui peut s'imposer sur la République démocratique du Congo. Ça, c'est une politique de nous endormir, une politique de nous affaiblir simplement. Le Rwanda, militairement, n'est pas fort que la République démocratique du Congo. Ce qui est vrai, nous devons reconnaître, le pays est sous l'embargo depuis très longtemps. Le Rwanda, pendant ce temps, a mis l'accent sur l'achat des armes. En dehors de l'achat des armes, il est parvenu à nous infiltrer à travers l'entrée de la FUDEL et avec les différentes étapes que nous avions connues des rébellions. C'est cela la force du Rwanda. Il parvient à avoir des informations qui nous concernent, des informations internes à nous, et arrive à temps au Rwanda. Le contraire n'est pas fait. Nous n'avons pas des gens qui nous donnent des informations, en tout cas des stratégies militaires rwandais, pour que nous, à notre niveau, nous soyons en mesure de les comprendre et les contre-attaquer ou les attaquer. Mais dire ici que le Rwanda est plus fort que nous, je ne pense pas. Quand vous regardez la détermination, à chaque fois lorsqu'ils sont au front, si les FARDC sont plus que déterminés, mais le Rwanda ne s'est jamais avancé. Alors, M. Pascal... Il avance simplement lorsqu'il y a des trahisons. Et le Rwanda avance. Lorsqu'il n'y a pas de trahison, le Rwanda ne sait pas avancer et n'avancera pas. Merci beaucoup. Alors, l'avant-dernière question pour ce sujet, parce qu'il y en a beaucoup. Lorsqu'on connaît les relations diplomatiques aujourd'hui entre la RDC et les États-Unis, pourquoi le président Tshisekedi, comme beaucoup se posent la question, ne demande-t-il pas, par exemple, ne fût-ce que 500 militaires pour faire face au Rwanda en sécurisant la frontière? Non, ce n'est pas les militaires étrangers qui doivent venir mourir pour nous. Jusqu'ici, la République démocratique du Congo, je peux me dire, garde encore intactes ses frontières, quelles que soient ces menaces-là. Mais appeler les Américains pour qu'ils viennent se battre comme si nous, on est incapables de se battre, non, c'est pas ça. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que faire pour qu'on lève cette décision, en tout cas de l'embargo contre la République démocratique du Congo. Ce sera une bonne solution. C'est là où je dis qu'il faut actionner le volet diplomatique pour que rapidement on trouve une solution à la question. Mais ici, n'appelons pas les Américains pour qu'ils viennent maintenant mourir pour nous. Et pourtant, c'est nous qui sommes appelés à défendre nos terres. Alors, à ce stade, M. Pascal, concrètement, qu'elle doit faire la RDC? Ouvrir la guerre, déclarer la guerre avec le Rwanda, ou soit chercher à dégager d'abord certains généraux qui sont infiltrés dans l'armée congolaise, ou même certains politiciens les écarter avant de déclarer la guerre au Rwanda? Il faut toute une technicité. La première lecture, c'est voir le passé de chacun, surtout les généraux, leur comportement, leurs relations avec l'extérieur, particulièrement ici avec le Rwanda. Et lorsqu'on aura ce tableau, on peut maintenant savoir faire la mise en place. Tel général, parce que tu es suspecté d'avoir telle relation avec telle autre personne, tu ne peux pas aller là-bas, toi on t'envoie ailleurs, tel autre va là-bas. Cette permutation fera que l'influence des contacts stratégiques qu'avait le Rwanda hier n'en aura pas. La deuxième option pour nous, c'est la mobilisation comme nous faisons. Mais la troisième et la dernière option, c'est faire comprendre à ces gens-là, comme disait aussi Laurent Désiré Kabila à un certain moment, ce que vous faites aujourd'hui ne restera pas oublié définitivement. Un jour, vous allez répondre. Pour cela, ils devraient maintenant être très conséquents. Un jour, ils vont répondre. Ici, il s'agit d'un grand Congo. Si nous avons été affaiblis hier, parce que comme nous le disons, il y a ceux qui nous trahissaient, mais cela ne se fera pas éternellement. Ça va s'arrêter. Et voilà, je pense que c'est comme fait le chef de l'État. J'ai apprécié la fois passée, il refuse même de participer à un sommet de Malabo, et parce qu'il a estimé qu'il doit résoudre, en tout cas, la question de sa situation. Et heureusement que cette situation, ce sommet aussi, les chefs d'État se sont séparés en queue de poisson. En queue de poisson, justement. Parce qu'à la base, était de comment éviter qu'on ait des présidents à vie à la tête de certains pays africains. Et pourtant, il y a là, présentement, il y avait plutôt des présidents qui ont fait plus de 5 et 6 mandats. Comment faire pour que, par rébellion, par voie militaire, on n'obtienne plus le pouvoir?
Et pourtant, il y avait des présidents qui ont obtenu de pouvoir par voie de rébellion. Et ces points n'ont pas mis ces présidents d'accord. Ils se sont séparés en queue de poisson. Donc, le chef de l'État également avait raison de ne pas aller parce qu'il a estimé qu'il fallait d'abord trouver solution à la question de son problème qui est à l'Est. Alors, entre ça, c'est entre la RDC et le Rwanda, mais à l'intérieur de la RDC, nous avons des groupes qui endettent la population chaque jour, par exemple le Codeco, etc. Qu'elle devait faire, peut-être rapidement, pour qu'on ait un bord de l'autre sujet, qu'elle devait faire le ministère de l'Intérieur et de la Défense pour finalement pallier à tous ces Non, mais l'état de siège, les gens peuvent dire de la manière qu'ils peuvent le dire. C'est une stratégie qui a mis en mal l'ennemi. Même le Rwanda, sur le plan économique, ce qu'il bénéficiait hier, c'est peut-être ce qui énerve encore davantage le Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda ne sait plus bénéficier de ce qu'il bénéficiait hier à cause de l'état de siège, parce qu'il y a des endroits qui sont aujourd'hui sécurisés. Là où il n'y avait pas de militaires hier, aujourd'hui les militaires sont présents. Et ça perturbe l'économie rwandaise. Et c'est comme ça que vous voyez le président rwandais s'agite. Et donc, le ministère de l'Intérieur comme de la Défense, l'Intérieur à la police, pour pacifier, n'est-ce pas, l'espace après qu'il soit conquis par les militaires. Les militaires font leur travail et nous voyons comment ils se battent pour le pays. Les ministères, ou sinon les ministres de l'Intérieur comme de la Défense, sont des autorités politiques. Mais ceux qui opèrent militairement ou techniquement, c'est la police et l'armée. Mais je crois que le coaching est bien fait. Le travail, visiblement, je crois que tout Congolais peut apprécier à ce jour. Estimons qu'avec cet élan patriotique, que ce soit pour les militaires, que ce soit pour les policiers, que ce soit pour les politiques, finalement, nous allons résoudre définitivement, ou nous allons trouver définitivement solution à cette question d'insécurité à l'Est. Alors, vous suivez là la lecture politique, cette émission qui nous accorde la parole aux spécialistes des questions politiques, pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui peut être ces pays. Alors, on va rester toujours en politique, justement, cette fois-là, en parlant de regroupement de Moïse Katumbi, ensemble. Ensemble. Lorsqu'on entend parler aujourd'hui, certains généraux de Moïse Katumbi, on a comme impression que ça ne va pas entrer ensemble pour la République et l'Union sacrée. Vous êtes spécialiste des questions politiques, M. Pascal. Lorsque vous regardez cette situation, quelle est votre lecture justement? Ensemble pour la République. On serait plus ensemble pour la République lorsque nous avons des cas comme celui que nous parlons aujourd'hui de la guerre à l'Est. Et tous on serait ensemble parce qu'il s'agit de la question de la République. Mais lorsqu'il s'agit de la question de la République, vous qui prétendez être ensemble, vous êtes les premiers diviseurs. Ça crée une contradiction. Je ne peux pas comprendre, moi, vous prétendez appartenir à une composante politique, mais vous êtes les premiers à critiquer la gestion de ce regroupement que vous faites partie. C'est une contradiction, une autre contradiction. Quand vous suivez les points de vue des membres de l'ensemble, toujours contre tout ce que Félix fait, mais ils sont au gouvernement. Ils sont au gouvernement. Comment l'honnêteté aurait voulu que Moïse dise, par exemple, moi, je ne saurais pas rester avec vous lorsque je constate que ce que moi je pense être bien pour la gestion de l'État n'est pas fait, moi je me retire. Mais vous vous accrochez, mais vous créez en même temps d'autres voix pour critiquer. C'est de la malhonnêteté simplement. Mais pas je pense que c'est au chef de l'État de tirer des conclusions. D'estimer qu'aujourd'hui, on n'est plus en intelligence avec Moïse Katumbi. Et vous allez voir d'ici les élections comment ils vont se comporter. De mon point de vue, je pense que ce n'est plus une bonne relation. Alors, si Moïse Katumbi lui-même ne s'est jamais prononcé officiellement, comme on attend ses lieutenants, notamment Francis Kalongo et puis Laurent Ouniba, on l'a suivi sur une radio locale, affirmé que le bilan de M. Tshisekedi ne serait pas partagé avec l'ensemble de la République. Non. Pourquoi le président de la République ne peut pas prendre une décision, par exemple, pour écarter tous les ministres qui sont pour ce regroupement? Mais le problème, c'est que est-ce que ces ministres-là, peut-être, entre guillemets, sont encore avec Moïse? C'est aussi une question que nous allons nous poser. Je crois, j'estime, je pense me réserver un peu. Mais ce qui est choquant, c'est que tous les proches de Moïse, lorsqu'ils ouvrent leur bouche, c'est toujours contre le chef de l'État.
Et lui-même, Moïse, ne les a jamais reprochés. Même pas une fois. Qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent. Et visiblement, on comprend que c'est lui qui les encourage à avoir une telle attitude à l'égard maintenant du pouvoir en place. Mais séparez-vous, quittez le bateau simplement. Et à ce moment-là, ils peuvent s'assumer. Mais lorsque vous êtes là, vous prétendez être là, mais vous êtes les premiers à critiquer. Ah, je pense que ça marche mal. Alors, Moïse Katumbi, on a vu la réconciliation katangaise avec Joseph Kabila aujourd'hui. Est-ce que le camp des présidents Tshisekedi n'a pas peur parce qu'il se regrouperait en deux pour les... Non, mais il faut analyser la politique congolaise froidement. Je vous ramène en 2006. C'est en 2006 que nous revenons de Sun City, où la politique était chaude, il fallait organiser pour la première fois les élections. On est revenu en 2003, les élections en 2006. Il y avait la bipolarisation de la vie politique. D'un camp, il y avait ceux qui se prétendaient être des vrais Congolais. Il y a de l'autre camp, ceux qu'on estimait qui n'étaient pas des vrais Congolais. Et c'est comme ça que nous avons eu des langages tels que Jean-Pierre Bemba et son équipe qui disaient que Banamboka et Joseph Kabila de l'autre côté, vous avez suivi Alengankoy qui le considérait comme l'Endeke. Moïse Katumbi, Joseph Kabila, ainsi de suite, étaient de l'autre bloc. Jean-Pierre Bemba, l'UDPS et le reste étaient de l'autre bloc également. Au cours des années, il y a eu des mouvements. Les uns sont allés dans l'autre côté, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les mêmes blocs se réforment. Hier, c'était l'UDPS pour le MLC. Aujourd'hui, c'est le MLC qui est allé à l'UDPS. Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, avec Félix ensemble, avec d'autres. Et vous verrez que Moïse, qui revient, qui constitue son groupe avec son ancien chef, et ils sont de l'autre camp. Ça ne surprend pas. Et maintenant, allumez vos projections ou vos projecteurs. Cherchez à comprendre ce que nous disions en 2006. Est-ce que le camp Kabila, à l'époque, pouvait gagner le camp nationaliste? C'est là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que lorsque nous étions en 2006, par de vraies élections, Jean-Pierre Bemba, l'UDPS et ainsi de suite, le camp Kabila, vous ajoutez aujourd'hui Katumbi, ainsi de suite, pouvait les gagner? Je ne crois pas. J'ai toujours dit mon point de vue. Donc, les calculs politiques chez nous aujourd'hui, après évolution, 2006 jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez l'UDPS, vous avez l'OMLC, vous avez le PPRD, vous avez l'UNC, je ne sais pas quel parti politique encore, je ne cite pas l'ensemble. Si vous avez ces quatre partis politiques, vous avez le pouvoir absolument. Mais sur ces quatre, si vous avez trois, vous avez le pouvoir absolument. Mais l'UNC, l'UDPS, l'OMLC, même quand, additionner d'autres partis politiques qui naissent aujourd'hui, je ne pense pas que la relation là peut influencer quelque chose. Alors, M. Pascal, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on dit si le président Tshisekedi peut avoir des problèmes, c'est au niveau des bilans sur le terrain. Est-ce que la population sent justement ces réformes étant promises par le président Tshisekedi? Non, le problème c'est dans la communication. Oui. Communication, ici je ne vois pas mes collègues qui sont à la présidence, parce que la bonne communication, c'est également la conception politique du cabinet. Et quand je parle du cabinet, je vois le directeur des cabinets, je vois le directeur des cabinets adjoints. Si ceux-là ne conçoivent pas bien, c'est difficile que les journalistes qui sont dans le cabinet fassent aussi le travail normalement. Donc ici, c'est la conception de la communication par le cabinet du chef de l'État. Ce n'est pas par les journalistes qui sont au cabinet, mais c'est plutôt par le cabinet du chef de l'État. Et c'est là où les Congolais semblent croire que les choses ne sont pas bien faites. Mais quand vous regardez bien, on ne parlait pas très longtemps ici de l'armée, vous allez vous rendre compte de l'effort qui est fourni pour écarter les mauvais fruits. Ceux qui nous trahissaient depuis tous ces temps. Mais c'est énorme, c'était stratégique. Mais ce sont des efforts que vous n'allez pas voir comme ça, mais qui produisent les effets, n'est-ce pas? Si aujourd'hui on a la sécurité, c'est fondamental pour tout Congolais. Sur le plan de l'infrastructure ou des infrastructures, j'ai passé la fois passée, j'arrive à Mamayemo, l'hôpital de référence de Kinshasa. On a mis des tôles. J'ai demandé, on m'a permis d'entrer, mais je regardais la manière dont on est en train de reconstruire l'hôpital. Je me suis dit, mais ça c'est extraordinaire. Parce qu'hier on disait, mais malgré l'argent que nous avons ici, on ne sait pas construire de bons hôpitaux, et ainsi de suite. Mais on est en train de réhabiliter, ça c'est extraordinaire.
Quand vous prenez certaines artères, c'est là où je dis, effectivement, les collaborateurs du chef à un certain niveau doivent l'aider. Ma campagne la fois passée était de démontrer que si Kabila avait aimé le Congo, il allait transformer la ville de Kinshasa. Et je me focalisais sur les routes, les artères publiques. Je disais, depuis 18 ans, il n'a rien réhabilité. Aucune route à Kinshasa, aucune route à Massina, aucune route à Kimbanteke, aucune route à Ansele, aucune route à Maluku, aucune route à Ngaba, aucune route à Makala, aucune route, ainsi de suite. Je pensais que nous devons continuer avec philosophie contraire. Mais au moins, quelques avenues qui sont réhabilitées, on met du béton, ça j'aime. Ilenge sa réhabilité. On ne peut pas tout réduire à Kinshasa. Mais quand vous sortez de Kinshasa, vous allez vous rendre également compte que les efforts, de façon générale, qui sont en tout cas fournis sur ce point-là, c'est extraordinaire. Mais l'autre élément fondamental, c'est le patriotisme. Que chacun de nous s'habille aujourd'hui. Le souci de ne plus voir des gens non contrôlés avoir le pouvoir. Mais c'est fondamental. C'est plus que tout. Je ne veux pas parler de la gratuité, ça c'est trop prosaïque que tout le monde a des arguments là-dedans. Moi, c'est ce qui nous habille maintenant. Pour que un soi-disant Congolais non contrôlé, non maîtrisé ait encore le pouvoir au sommet de l'État. Je ne pense pas que ce sera encore possible. Alors maintenant, c'est que on va, là où lui va s'arrêter, un jour l'autre viendra, et ensuite on avance, et on doit avancer. Moins, il faudrait qu'on y travaille. Vous voyez comment, même sur le plan d'argent, le plan économique, ça augmente. Mais en contrepartie, les Congolais ne se retrouvent pas. Et c'est là où je dis, il faut des pragmatistes, des gens qui, sur le plan théorique, sur le plan mobilisation, on a l'argent, effectivement, mais en contrepartie, il faudrait que la population se retrouve à travers le paiement des agents, à travers, ainsi de suite. Et vous verrez que la société sociale va s'équilibrer, ce sera une bonne chose. On ne peut pas, en tout cas, cautionner, en tout cas, ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, nous devons être à mesure de dénoncer. Ce qui marche, nous devons être à mesure de dire ça marche. Mais aujourd'hui, le bilan, de mon point de vue, sur 100%, je donne 70%, déjà une distinction. Question de faire encore plus pour qu'on obtienne la grande distinction. Alors, parlons élection, M. Pascal. La cartographie aujourd'hui, lorsque vous regardez la nouvelle équipe de nouveaux présidents de la CENI, est-ce que ça donne confiance? Est-ce qu'on peut espérer avec la vitesse que cette équipe évolue qu'en 2023, il n'y aura pas de problème côté technique par rapport à la CENI? La cartographie, c'est cette projection de la territoriale. Et nous avons, il y a eu des lois qui ont créé certaines entités de villes. Et lorsque vous avez des villes, les sièges pour les élections sont modifiés. Et il y a des villes, il y a d'autres groupements qui sont reconnus, ainsi de suite. Et c'est ce plan-là qu'il faut présenter à la CENI pour que son travail soit rapidement fait. Et il y a eu une commission mutuelle, CENI, ministère de l'Intérieur, qui a réfléchi sur ça. On a déployé les gens aujourd'hui, sont sur le terrain en train d'y travailler. Ils vont amener les résultats et la CENI aura ces résultats pour repartir le nombre de sièges à travers le pays. Donc c'est ça l'importance de la cartographie. Et donc je crois que d'ici quelques temps, la CENI aura ses données techniques. Espérons bien. Alors on va parler rapidement parce qu'il nous reste 5 minutes pour terminer cette émission, M. Pascal. La Cour constitutionnelle, aujourd'hui, certains disent que c'est une cour politico-judiciaire. Qu'est-ce qui se passe ou que peut-on retenir de tout ce qui est comme bruit entre les deux chambres du Parlement? Substantiellement, il faut que nous tous nous reconnaissions que la Cour constitutionnelle, c'est une cour hautement politique. Il n'y a pas de débat là-dedans. On n'envoie pas quelqu'un à la Cour constitutionnelle par sentiment de l'envoyer. C'est une cour hautement politique. Les juristes ne vont pas me contredire, je ne suis pas juriste. Mais le problème se pose aujourd'hui où s'est posé à quel niveau? Lorsque Mbosso a dit à Bahati qu'il faut qu'on soit dans le Congrès pour le choix de la personne qui va compléter le ticket du Parlement qui est à la Cour constitutionnelle. Mais Mbosso a raison. Pourquoi Mbosso a raison? Et j'ai commencé par vous dire que la Cour constitutionnelle, c'est la cour politique. Le ticket du Parlement, très précisément les deux membres qui sont
à la Cour constitutionnelle par l'Assemblée nationale. Ces membres ne sont pas de l'obédience du chef de l'État. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. Donc les deux là ne sont pas de la tendance politique du chef de l'État. La seule personne, le ticket qui... Non, la personne qui restait pour compléter le ticket, 3 personnes du Parlement, on ne pouvait pas permettre à Bahati de faire le choix lui-même. S'il fait le choix lui-même, et que ce choix-là ne soit pas celui qui répond ou qui est en intelligence aussi avec les raisons politiques du chef de l'État, on aura perdu déjà 3 juges provenant du Parlement. Additionné à cela, vous savez qu'il y a un Koulou aussi qui est là, l'homme du Kabila. Et ça fait le total de 4 juges sur 9 qui composent la Cour constitutionnelle. Pendant ce temps, si un désobéit, et déjà, ça bascule. Et le chef de l'État n'aura pas assez de juges. Donc, une cour politique, justement... La Cour constitutionnelle, c'est une cour politique. La lecture, elle est là. Et Mbosso avait raison de réfléchir et de le dire à haute voix. Bahati, nous devons réfléchir pour qu'on ait la personne qui ne va pas demain nous tourner le dos. Et ça, c'est normal en politique. Parce que la Cour, c'est une cour politique. Aucun juriste ne va me contredire. C'était la lecture, c'est cette lecture-là qui a été dégagée. Et voilà pourquoi on ne pouvait pas permettre à Bahati lui-même de faire le choix. Même si on connaît que les 2 juges précédents sont sortis de l'Assemblée nationale, celui-ci en principe devait provenir d'ici. Non, ce n'est pas cette procédure. Ils sont sortis de l'Assemblée nationale, mais ils ne sont pas de la famille politique du chef de l'État aujourd'hui. Et le 1 qui reste pour le Parlement, qui devait sortir du Sénat, il faudrait qu'on trouve un consensus avec l'Assemblée nationale pour qu'on ait la personne, n'est-ce pas, qui soit au moins ne fût-ce que de la famille politique du chef de l'État pour compléter le ticket à la Cour constitutionnelle. Pour que finalement on ait sur 9, le chef de l'État contrôle au moins ou ait au moins 6 juges. Parce que les 3 autres là sont de l'autre camp. C'est clair. Alors, M. Pascal, nous connaissons que le patron du Sénat, à l'absence du chef de l'État, peut assumer l'intérim. Mais connaissant les relations entre le président Tshisekedi et le professeur Bahati, avoir cette attitude-là, est-ce que ça ne peut pas donner des matières à réflexion? Non, on est en politique. On ne parlait pas longtemps ici de Moïse Katumbi, qui était hier en bonne intelligence avec le chef de l'État. Aujourd'hui, il a pris sa position. Qu'est-ce qui vous dit que demain, si Bahati ne peut pas prendre notre position? On est en politique. Les relations se font et se défont selon les intérêts. Aujourd'hui, ils sont en relation. Demain, ces relations peuvent se défaire. Donc, c'est normal. Alors, pour finir, beaucoup accusent le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, qu'il a outragé certains députés. Il a dit les 2 candidats proposés, les noms seront remis au chef de l'État qui n'a pas compétence. Et celui-là désignera... Moi, en tant que spécialiste des questions politiques de par ma formation, je dis Mbosso comprend la politique. Mbosso a une lecture politique objective. Plus que Bahati. Plus que Bahati. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est grave. Mbosso a une lecture politique objective. Mbosso comprend la politique. Moi, à la place du chef de l'État, je le soutiens absolument et totalement. Il comprend la politique. Et le jeu politique est là. La lecture que je vous ai dégagée là, ne peut la comprendre qu'un averti politique. N'importe qui va voilà, regardez, ils accusent la Cour constitutionnelle. Voilà. Ça, c'est les gens qui ne comprennent rien. Mais une personne avertie, réaliste de réalité, excusez la tautologie, va dire effectivement c'est vrai, la cour politique c'est une cour, la cour constitutionnelle c'est une cour politique, le chef de l'État doit se rassurer, sur les 9 juges, il faudrait qu'il ait au moins 6, parce que dans la cour, sur les nombres là, les 3 ne l'appartiennent pas, 2 provenant de l'Assemblée nationale et Nkoulou qui était le choix du chef de l'État sortant, je pense, et ces 3 là l'échappent. Si le 3e juge qui doit être choisi par le Sénat l'échappe aussi, ça veut dire que sur les 9, le chef de l'État va perdre 4 juges. Et c'est déjà dangereux. Alors, M. Pascal, on va finir. Cette émission aussi, elle est éducative. Lorsque Bahati présidait les congrès, à la fin, on a vu l'attitude de certains députés. Certains même l'ont menacé physiquement. Bon. Situé à l'Assemblée nationale. Est-ce que nos députés, nos élus pouvaient avoir cette attitude face à un président de la... Il y a des comportements qu'on ne peut pas encourager. Quels que soient les problèmes, il y a une manière de régler les différends. Surtout quand on prétend être d'une même famille politique. Ici, l'union sacrée
Je n'encourage pas le mauvais comportement et je n'encouragerai pas, quelles que soient les erreurs. Par exemple, de Bahati, mais ce n'est pas un député, il est sur son président, même s'il est du Sénat, je n'accepte pas ça. Donc je crois qu'il faut se respecter mutuellement. Merci Pascal, je vous dis merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, mais sinon la question de ports illégaux, vous n'avez pas abordé rapidement parce qu'il faut comprendre, on avait créé une commission dirigée par le ministre de l'Intérieur, ensemble avec le ministre de Transport, et le travail évolue. Il fallait en tout cas fermer les ports illégaux pour l'intérêt, bien entendu, de l'ex-ONATRA, mais comprenez qu'il y a trop de pesanteurs, mais le travail s'est fait. Je crois les moyens font défaut en même temps pour que ces membres de la commission soient payés et ils fassent également des déplacements, parce que ce n'est pas ici à Matadi simplement, c'est à travers le pays, fassent le déplacement et pour que on tire des conclusions définitives sur la question, on lève l'option pour la fermeture de ces ports. Il y a certaines questions qui manquent. Et je crois, hier ou avant-hier, le vice-premier ministre, Daniel Asselo, s'est dit plus que déterminé sur la question. Je crois qu'il a eu même appelé les syndicalistes de l'ONATRA pour réfléchir sur la question. J'imagine, d'ici quelques jours, on aura une conclusion qui pourra mettre tout le monde d'accord. Mais sinon, le souci ici, c'est de faciliter ou de permettre à l'ONATRA d'avoir tous ces ports et lui permettre également d'avoir les entrées, parce qu'aujourd'hui, vous regardez que l'état de l'ONATRA, simplement parce que ces immobiliers ont été expoliés comme ça par les Congolais. Moins bon. Merci Pascal, je vous dis merci d'avoir répondu à nos questions. Et ainsi s'achève cette émission, la lecture politique. Je suis Pierre Longa, vous voulez participer, il y a un numéro, contactez-nous, nous allons vous recevoir à temps réel. Au revoir.